bonjour aux adeptes des pronostics sérieux. Alors dans cette Fight Night, on a eu quand même de belles oppositions, on a eu des combats agréables à regarder. Maintenant, pour le compte rendu, la victoire de Rodriguez par décision, c'était franchement pas une surprise, hein. Ça conforte vraiment ce que je pouvais penser de Simon dans ce combat. Il est encensé pour pas grand chose, hein. Après il reste jeune, hein, donc il arrivera peut-être à changer certains de ses défauts. Et mis à part le fait que Rodriguez n'a pas fait le poids en montant sur la balance avec 4 livres de trop, il a un avenir qui est quand même plutôt encourageant, hein, surtout pour un combattant qui est très équilibré. Bon ensuite, le combat au résultat qui était aussi assez attendu, c'est la victoire de Pereira par KO au premier round. Bon là j'avoue que j'ai un peu surestimé l'intelligence de Petroski. Je pensais qu'il serait davantage conscient de son infériorité debout et qu'il essaierait de lutter dès le début. Là, comme dans le cas de Simon, hein, l'avenir de Petroski, il est pas très reluisant. De son côté, pour Pereira, on peut pas tirer grand chose d'un combat où l'adversaire était aussi inférieur en striking et où il a quand même choisi de laisser le combat se dérouler debout. Bon, franchement, j'ai un peu déconné, c'est un oubli de ma part, mais le combat Lacerda contre Chairez ayant été annulé, il a été remplacé par Martinez contre Yanez. Et c'est vraiment bête parce que j'ai fait l'analyse de ce combat. Et en plus, aujourd'hui, je me suis fait un joli petit gain en donnant Martinez vainqueur au deuxième round. Mais j'ai oublié d'enregistrer et de faire une vidéo dessus à cause de mes activités extra-médiatiques, hein. L'un comme l'autre, ils ont confirmé tout ce que je pouvais penser d'eux. Que Martinez était vraiment prometteur, surtout parce qu'il nous a vraiment montré que c'est Loki qui était dévastateur, hein, vraiment. Et là vraiment Yanez mérite tout notre respect pour avoir tenu face à ces électriques terribles. Par contre franchement, l'avenir de Yanez est quand même assez préoccupant parce qu'il a montré que au niveau défensif c'était vraiment laborieux et qu'il avait tendance à exposer vraiment son menton, à pas avoir de très bons mouvements de tête, en plus pas forcément un excellent jeu de jambes, et il risque franchement de plafonner au top 10. La ténacité, la dureté, ça ne suffit pas et c'est même dangereux après pour un combattant quand il se repose que sur ça, pour sa longévité. Après, concernant le combat Maia contre Araujo, là encore, c'est pas très surprenant. C'était vraiment disputé, c'était vraiment assez proche en points. Mais la décision pour Araujo est assez logique. Elle était au-dessus en explosivité et en technique debout. Elle a sûrement fait plus de dégâts. Mais bon, c'est quand même très serré. Et enfin, le combat qui a fait plaisir, le combat de la soirée avec la victoire de Barbosa par décision. Et j'avais vu juste la fenêtre de victoire pour Youssouf, c'était au premier round. Et pour Barbosa, c'était au troisième. Mais les deux, ils ont vraiment fait preuve d'une ténacité admirable. Parce que pour l'un comme pour l'autre, le KO au premier ou au troisième, il est vraiment pas assez loin. Par contre, j'espère quand même que Barbosa ne va pas s'éterniser avant de prendre sa retraite. Parce que même si pour nous c'est quand même génial de voir des guerres comme celle-là, je le vois mal prendre la ceinture et ce serait quand même triste qu'il finisse mal ses jours. De son côté, franchement, Youssouf, il a confirmé toutes mes craintes à son sujet. Et je ne le vois pas aller bien plus loin qu'une ou deux victoires occasionnelles contre un top 5. Après voilà, tout ce que je dis à ce sujet, il faut le prendre avec un petit grain de sel. Ne soyez pas binaire, ne soyez pas basique. Je ne suis pas Madame Irma, c'est juste voilà, en l'état des choses, c'est ce qu'on peut dire. Alors dans ce main event, les caractéristiques physiques des deux combattants, elles jouent quand même beaucoup. Parce que le fait que Makhachev fasse 10 cm de taille en plus, ça lui donne quand même un avantage dans le clinch, puisque comme ça, ses coups de genoux ont moins de distance à parcourir, ils ont moins besoin de se lever, et en plus ça lui permet
de s'appuyer sur Volkanovski, de peser sur Volkanovski bien davantage. À l'inverse, dans les échanges en striking, Volkanovski, il a quand même un léger avantage d'allonge, 3 cm d'allonge en plus. Et il faut vraiment qu'il mise là-dessus, qu'il refasse la même stratégie que dans le premier combat, en alternant ses pieds d'appui, en passant de southpaw à orthodoxe et d'orthodoxe à southpaw régulièrement, tout en n'oubliant pas de feinter quand même, puisque c'est dans ces moments où il a eu le plus de succès. Et ce qui s'explique par le fait que quand même, bien que Makhachev soit bon debout, il a quand même des compétences plutôt restreintes. Et quand je dis des compétences restreintes, c'est plutôt qu'il s'adapte difficilement au changement de l'adversaire. Après, franchement, de mon point de vue, je pense que Makhachev, il a tout intérêt à miser sur une stratégie d'épuisement de Volkanovski et d'utiliser ses one leg ou double leg takedown pour peser sur Volkanovski, pour rajouter son poids à celui de Volkanovski pour qu'il s'épuise. Parce que ce dernier, il a montré qu'il était très bon en défense de grappling. Dès que Makhachev tentait quelque chose, il maîtrisait ses mains, il maîtrisait ses hanches, ou les pieds d'appui de la position de Makhachev avec ses mains à lui. Sans compter qu'il a un centre de gravité bas et qu'il est quand même fort physiquement, qu'il est imposant quand même physiquement. Et si je dis ça, c'est qu'aussi dans ce premier combat, ils nous ont montré que Volkanovski avait un cardio légèrement meilleur que Makhachev, qui s'est quand même fatigué dans le 5e et qui était beaucoup plus vulnérable dans ce dernier round. Et tous ces éléments me mènent à penser que Makhachev a une potentielle marge de progression qui est beaucoup plus grande que celle de Volkanovski, parce qu'il va pouvoir se préparer au changement de pied d'appui de Volkanovski à ses fins. Ça le surprendra moins, ça le perturbera moins dans ce rematch. Et je pense aussi qu'il a tout intérêt à préparer et à améliorer ses coups de genoux, en profitant du fait qu'il est quand même plus grand que Volkanovski et de quand même 10 cm. Et voilà, le pronostic, ce serait décision Makhachev, mais c'est quand même vraiment du 55-45% parce que c'est quand même deux combattants exceptionnels et qui sont quand même très équilibrés partout, qui n'ont pas vraiment de faiblesse. Si bien que franchement c'est un peu stérile de palabrer de 3 ans sur ce combat parce que ils sont vraiment à un niveau très proche et les failles à exploiter, elles sont vraiment minimes, elles sont vraiment minces. Et quand deux techniciens d'un si grand talent s'affrontent, ça devient à qui a les meilleures capacités physiques et ça malheureusement on peut pas vraiment l'anticiper, on peut pas savoir dans quel état ils seront dans l'octogone. Et ce dernier point, il me mène à une remarque qui sera assez importante pour le combat qui arrive. C'est que le premier combat, il se déroulait en Australie. Et en Australie, dans la clause de réhydratation, les combattants ont normalement 25 heures entre le moment où il y a la pesée officielle et le combat. Alors qu'à Abu Dhabi, ce temps est de 30 heures. Ce qui veut dire qu'on aura un Makhachev en bien meilleures conditions physiques, puisqu'il aura quand même 5 heures de plus pour récupérer de son weight cut qui est quand même beaucoup plus important que celui de Volkanovski. Ce qui s'additionne aux facteurs qui laissent présager que ce sera Makhachev qui dominera ce rematch. Et enfin, il faut noter, même si c'est sans doute négligeable, que Volkanovski est un remplacement de dernière minute, mais il y a quand même de grandes chances qu'il se soit préparé à cette éventualité et qu'il soit prêt pour ce combat. Enfin, avant de passer au co-main event, je vais faire pour une fois honneur au nom de la chaîne, quand même en parlant du fait que donner Volkanovski en underdog à 1 contre 3, c'est quand même un peu exagéré. Ce qui en fait un combat vraiment passionnant sportivement, mais du point de vue des paris, qui le rend vraiment inintéressant. Et il vaut mieux se tenir loin et s'abstenir de mettre le moindre centime dessus.
Parce que même en combiné, le problème c'est que la victoire de Volkanovski elle est pas impossible. Et inversement, elle est trop peu probable pour le mettre lui dans le combiné. Passons maintenant au co-main event. Alors là, en préambule, pour faire un petit rappel de la grande qualité des lutteurs inspirés de la lutte dagestanaise. C'est le fait de constamment changer de méthode d'amener au sol, avec des singles, des double legs, des croche-pieds, des lancers inspirés du judo quand ils réussissent à ceinturer l'adversaire avec les deux mains. Pour ce qui est du sol, ils cherchent toujours à faire avancer leur position, contrairement à beaucoup d'autres grappleurs qui cessent d'être actifs dès qu'ils ont réussi à une amener au sol. Mais toutes ces qualités, elles reposent sur un cardio à toute épreuve. Parce que sans ça, on ne pourrait pas avoir ce style. Or, si Khamzat il a pu montrer des signes de fatigue contre Burns, vers le milieu du combat, ce ne sont pas des signes alarmants, puisqu'il continuait quand même à se défendre contre les attaques de Burns. Et Burns est un très bon combattant quand même, qui a un bon cardio, donc c'est pas vraiment inquiétant. Pour ce qui est des données quantifiables dans ce combat, Kamaru Usman il a quand même 36 ans. S'il est quand même plus proche de la fin de sa carrière que du début. À l'inverse, Khamzat, lui il a quand même encore une marge de progression qui est assez grande puisqu'il a 29 ans, ce qui est jeune pour un combattant. Du côté des caractéristiques physiques, ils ont des gabarits quand même assez similaires. Le Kamaru Usman il a 2 cm d'allonge de plus quand même. Et Khamzat il a 5 cm de taille en plus. Ça va pas être un facteur qui va peser très lourd dans ce combat. Ensuite, du point de vue de la dureté face au coup, ils sont quand même assez proches. Ils sont tous les deux très tenaces. Kamaru l'a prouvé contre Edwards, contre Burns ou Colby, et Khamzat contre Burns. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu ce combat pour Khamzat, j'aurais été plus hésitant sur ses chances dans ce combat. Autre point commun, ils ont un style qui se repose énormément sur leur capacité physique exceptionnelle. Le problème pour Kamaru, là, c'est qu'il sera dominé en force et en explosivité. Là encore, question jeu de jambes, déplacement. L'un comme l'autre, ils préfèrent quand même bien planter leurs appuis, pour avoir plus de puissance, plus d'explosivité, mais au détriment de la défense et de la mobilité. Du côté de leur vraie différence, on peut noter que quand même Khamzat, quand il envoie des coups de poing, en anglaise, ses bras ils ont tendance à partir vers le bas, à pas forcément revenir très vite sous son menton, ce qui l'expose quand même aux attaques de l'adversaire, au jab et au cross principalement. Usman à l'inverse, il garde parfois les mains un peu trop devant lui, il fait un peu des œillères, il expose au crochet, aux overhand, qui sont des attaques que Khamzat utilise beaucoup. Et là où cette garde qui lui fait perdre quand même en visibilité peut être un vrai danger contre Khamzat, c'est que Khamzat il a des uppercuts qui sont vraiment bons, qui sont vraiment explosifs, rapides, et il y a de grandes chances qu'il le cueille comme ça. Après, question mobilité du haut du corps, Usman il est quand même plus rigide du haut du corps, il est moins souple, ce qui fait que contrairement à Khamzat, il a un peu de mal à esquiver. Il a un peu de mal avec les esquives basées sur le mouvement du buste et de la tête. Et donc le pronostic, c'est Khamzat KO premier ou deuxième round, probablement sur un uppercut que Kamaru ne verra pas à cause de sa garde qui a tendance à lui boucher son champ de vision, mais aussi parce que tout simplement parce que toutes les qualités qui ont permis à Kamaru de dominer les welterweight, dans celle-ci, Khamzat le dépasse. Sans compter que Kamaru quand même commence à prendre de l'âge, que son menton doit quand même se fragiliser à force de toutes les guerres qu'il a pu mener, qu'il a quand même de nombreuses blessures, et surtout parce que s'il veut espérer gagner, il faut qu'il parvienne à maintenir le combat au centre de l'octogone, qu'il parvienne à ne pas être coincé contre la cage, à ne pas être coincé entre la cage et Khamzat,
Parce que si ça arrive, Ramzat il pourra utiliser la cage comme levier. Et parce que si le combat reste debout contre la cage, Ousmane ne pourra pas s'évader, il ne pourra pas sortir de la zone de danger aussi facilement qu'il le pourrait au centre de l'octogone. Et donc la méthode de victoire la moins probable quand même, ce serait décision en faveur de Ousmane. Et il y a quand même une éventualité d'un KO dans le 3e ou 4e round de Ousmane. Parce que Ramzat il a quand même montré qu'il pouvait ralentir un peu vers le milieu et la fin du combat. Et que Kamaru à l'inverse il a quand même tendance à avoir un cardio en acier. Après côté Paris, là encore ce n'est pas très intéressant les cotes qu'on nous propose. Parce que la plupart des sites de Paris donnent à peu près 1 contre 3 en faveur de Chimaev. Alors que le résultat n'est quand même pas si certain que cela. De mon point de vue, voilà, le seul intérêt dans ce combat, ce serait de donner Ramzat premier, deuxième ou Ousmane troisième, quatrième. En n'oubliant pas que Ousmane troisième, quatrième, là c'est un vrai risque de perte parce que c'est quand même très peu probable. Et ben voilà, si vous aussi vous trouvez que avoir des certitudes trop monolithiques, le sport de combat c'est un peu stupide, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez les notifications. Et espérons que l'UFC 294 soit aussi spectaculaire